Dans l'église silencieuse, le murmure doux de l'orgue emplissait l'air, flottant comme une prière au-dessus des bancs où des rangées de militaires en uniforme, hommes et femmes, se tenaient droits, leurs médaillés scintillant sous les rayons colorés des vitraux. C'était un moment de recueillement, une cérémonie solennelle pour rendre hommage à un héros des forces spéciales françaises, un camarade tombé au combat, mort en défendant son pays. Amis, familles et compagnons d'armes s'étaient réunis dans cette petite église de province, nichée au cœur d'une ville où la tradition militaire était une fierté ancienne. Les drapeaux tricolores, soigneusement pliés, reposaient près du cercueil, et une photo du défunt, encadrée de fleurs blanches, semblait veiller sur l'assemblée. Pourtant, à l'extérieur, dans le parking baigné par la lumière pâle d'une matinée brumeuse, une scène d'une toute autre nature se déroulait, une scène où la dignité et l'honneur allaient être mis à rude épreuve. Antoine Leroux, officier noir décoré des forces spéciales, meilleur ami du défunt, arriva en retard, son vol ayant été retardé par une tempête imprévue. Vêtu de son uniforme de cérémonie, impeccablement repassé, ses médailles brillant sur sa poitrine, il descendit de sa voiture, un modèle modeste qui contrastait avec l'éclat de son allure. Il ajusta son képi, ses cheveux courts impeccablement taillés, et se dirigea vers l'église d'un pas mesuré, le regard fixé sur les portes de bois sculptées. Mais à peine avait-il fait quelques pas qu'il remarqua une voiture de police garée de travers, bloquant presque l'entrée. Un officier blanc, le sergent Pierre Dubois, se tenait là, bras croisés, scrutant les invités avec un air autoritaire. Connu dans la ville pour son comportement agressif et ses préjugés non dissimulés, Dubois était une figure redoutée, un homme dont les remarques acerbes et les contrôles musclés alimentaient les murmures dans les cafés du coin. Lorsque ses yeux se posèrent sur Antoine, ils se plissèrent, chargés d'une méfiance instinctive. « Et, vous ? DCTE » lança Dubois d'une voix rauque, s'avançant pour barrer la route à Antoine. « Qui est ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» Sa question, plus une accusation qu'une interrogation, résonna dans l'air frais. Antoine, toujours maître de lui, répondit avec une politesse froide. « Je suis ici pour l'enterrement. J'étais un proche du défunt. » Dubois ricana, son regard glissant sur l'uniforme d'Antoine, s'attardant sur les médailles et comme s'il doutait de leur authenticité. « Vraiment ? Vous n'avez pas l'air d'appartenir à ce genre de cérémonie, lâcha-t-il, son ton dégoulinant de mépris. Quelques invités, qui ajustèrent leurs uniformes ou échangeaient des salutations à voix basse, tournèrent la tête, alertés par la tension naissante. Antoine, fidèle à sa discipline militaire, resta impassible. « Je ne vois pas en quoi cela vous concerne, sergent. Je suis ici pour rendre hommage, comme tout le monde. Permettez-moi de passer. » Dubois s'approcha, envahissant l'espace personnel d'Antoine, son souffle lourd chargé d'une hostilité à peine contenue. « On ne tolère pas les intrus ici. Je vous conseille de faire demi-tour avant que ça ne devienne un problème. » Sa main glissa vers son holster, un geste qui fit frissonner les spectateurs. Une jeune femme, Claire Moreau, journaliste indépendante venue couvrir la cérémonie pour un journal local, sortit discrètement son téléphone pour filmer. Antoine leva une main, calme mais ferme. « Sergent, je ne suis pas un intrus. J'ai été invité, tout comme les autres. Si vous voulez bien vous écarter, je rejoindrai l'église. » Dubois, les yeux brillants de suspicion, aboya. « Je veux voir une pièce d'identité. Tout de suite. » La foule, maintenant plus nombreuse, murmurait, choquée par l'agressivité de l'officier. Antoine inspira profondément, gardant son sang-froid malgré la provocation. Il plongea lentement la main dans sa poche intérieure et en sortit sa carte militaire. « Voici mon identification. Lieutenant-commandant Antoine Leroux, Forces spéciales françaises. Cela vous suffit-il » Dubois jeta à peine un coup d'œil à la carte avant de ricaner. « N'importe qui peut falsifier ce genre de choses. Comment je sais que vous ne l'avez pas volé ? Un type comme vous, dans cette voiture, avec cet uniforme, ça ne colle pas. » Un hoquet collectif s'éleva de la foule. Claire, les mains tremblantes mais déterminées, continuait de filmer, zoomant sur le visage crispé de Dubois. À cet instant, un homme d'âge mûr, le général Martin, vétéran respecté des campagnes d'Afrique et du Moyen-Orient, s'avança, son visage marqué par des années de service.
Sergent Dubois, ça suffit. Tonna-t-il. Savez-vous seulement à qui vous parlez? Cet homme est un héros décoré, il a servi aux côtés de celui que nous honorons aujourd'hui. Dubois balaya l'intervention d'un geste dédaigneux. Restez en dehors de ça, général. C'est une question de sécurité publique, j'ai la situation en main. Mais sa paranoïa prit le dessus. Il recula d'un pas, dégaina son arme et la pointa sur Antoine. Un silence glacé s'abattit sur la foule. Antoine, immobile, leva lentement les mains, son regard fixé sur Dubois. Vous pointez une arme sur un officier non armé des forces armées françaises, dit-il d'une voix posée. Réfléchissez bien à ce que vous faites. La foule s'agita, des murmures de colère s'élevant comme une vague. Claire, toujours en train de filmer, sentit son cœur s'accélérer. Une femme, tenant la main d'un enfant, étouffa un sanglot. C'est insensé, cria un jeune homme en uniforme. Dubois, le visage rouge, cria, c'est moi qui pose les questions ici. À terre, maintenant. Antoine ne bougea pas. Je ne résisterai pas, sergent, répondit-il, sa voix comme un fil d'acier. Mais vous faites une erreur qui vous coûtera cher. La foule, de plus en plus indignée, se resserra. Un vieil homme, un ancien légionnaire aux médailles fanées, s'avança. Baissez cette arme, Dubois. Vous pointez un pistolet sur un héros. Savez-vous ce que vous faites? Dubois, en sueur, ignora les protestations, son regard fixé sur Antoine. Je me fiche de qui vous prétendez être. Vous n'avez rien à faire ici, et je ne vous laisserai pas perturber cette cérémonie. Antoine, le cœur battant mais la voix toujours calme, répondit, sergent, je ne perturbe rien. Je suis ici pour dire adieu à un frère d'armes, quelqu'un avec qui j'ai servi, quelqu'un pour qui j'aurais donné ma vie. Mais c'est vous qui perdez le contrôle. Regardez autour de vous. Il désigna d'un léger mouvement de tête les téléphones levés dans la foule. Tout ce que vous faites est filmé. Croyez-moi, quand ces images seront diffusées, votre carrière sera finie. Dubois vacilla, ses yeux balayant la foule où les téléphones enregistraient à chaque seconde. La réalité sembla le frapper, mais son orgueil le retint. Vous pensez m'intimider avec votre uniforme et ces caméras? Grogna-t-il. Vous ne me faites pas peur. Antoine, loin de chercher à intimider, tenta de raisonner. Vous avez encore une chance de faire marche arrière, dit-il doucement. Rangez cette arme, laissez-moi entrer dans l'église pour dire adieu à mon ami. Ou laissez votre colère et vos préjugés ruiner votre vie. Un silence tendu s'installa. Dubois, le visage crispé, sembla hésiter, son arme tremblant légèrement. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix grave retentit depuis les marches de l'église. Sergent Dubois, baissez cette arme immédiatement. C'était le père Laurent, le prêtre de la paroisse, un homme respecté dont la présence imposait le silence. Ses robes noires flottaient légèrement dans la brise, et son regard perçant fixait Dubois. Vous pointez une arme sur un homme qui a servi notre pays avec honneur. Cette église est un lieu de paix, et vous le souillez par vos actions. Dubois, déstabilisé, bredouilla. Il refuse d'obéir. Je fais mon travail. Le père Laurent s'avança, sa voix tranchante comme une lame. Votre travail? Votre travail est de protéger, pas de menacer des innocents. Regardez cet homme. Il désigna Antoine, toujours debout, digne malgré la menace. C'est un héros, et vous déshonorez tout ce que représente cet uniforme. La foule, galvanisée, scanda. Baissez votre arme. Dubois, acculé, sentit son autorité s'effondrer. Son visage s'empourpra, mais il tint bon, son arme toujours pointée. À cet instant, une voiture de police freina brutalement à quelques mètres. Une femme, le lieutenant Sophie Garnier, en sortit, son visage marqué par l'urgence. Dubois, baissez cette arme tout de suite. Ordonna-t-elle, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Dubois, figé, sembla perdre toute assurance.
Après un long moment de tension, il baissa enfin son arme, la glissant dans son holster. La foule soupira de soulagement. Sophie s'approcha d'Antoine, son expression mêlant respect et regret. « Monsieur, êtes-vous indemne ?» Antoine hocha la tête, toujours maître de lui. « Je vais bien, merci d'être intervenu. » Mais l'incident n'était pas terminé. Sophie se tourna vers Dubois, sa voix froide. « Dubois, votre insigne et votre arme. Vous êtes suspendu. » Dubois, blême, tenta de protester. « Lieutenant, je faisais mon travail. » Cet homme ? Sophie le coupa net. « Vous avez menacé un officier décoré devant des dizaines de témoins et des caméras. Rendez votre insigne, maintenant ?» La foule observa en silence alors que Dubois, tremblant, détacha son insigne et tendit son arme. Claire, toujours en train de filmer, captura chaque instant. Antoine, ajustant son uniforme, s'adressa à Sophie. « Merci pour votre intervention. » Sophie serra sa main avec respect. « Lieutenant commandant Leroux, au nom de la police, je vous présente mes excuses. Cela n'aurait jamais dû arriver. » Antoine acquiesça, son regard grave. « Ce n'est pas seulement à moi que vous devez des excuses. Ce genre d'incident arrive trop souvent. » Alors que la foule se dispersait, Antoine se tourna vers l'église, prêt à rendre hommage à son camarade. Claire, rangeant son téléphone, savait que la vidéo qu'elle venait de filmer allait changer bien des choses. Dehors, Dubois, humilié, attendait l'arrivée des affaires internes, tandis que les murmures de la foule annonçaient le début d'une tempête bien plus grande. La vidéo filmée par Claire Moreau, tremblante mais déterminée, se répandit comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les images du sergent Pierre Dubois pointant son arme sur Antoine Leroux, officier noir décoré des forces spéciales françaises, devant l'église lors de l'enterrement d'un héros, avaient atteint des millions de personnes. Les hashtags « Justice pour Antoine » et « Stop aux préjugés » dominaient les discussions en ligne, tandis que les chaînes de télévision nationales, de France 2 à BFM, reprenaient l'histoire en boucle. Les images étaient accablantes, Antoine, droit et digne dans son uniforme orné de médailles, face à un Dubois rouge de colère, son arme tremblante mais menaçante. Les commentaires en ligne fusaient, mélange d'indignation et d'admiration pour le calme d'Antoine. Cet homme est un héros, et on le traite comme un criminel. Écrivait un internaute. Honte à la police ? Ajoutait un autre. À Paris, Lyon, Marseille, des citoyens partageaient la vidéo, et des débats enflammés éclataient dans les cafés, les bureaux et les foyers. Antoine, rentré chez lui après la cérémonie, toujours vêtu de son uniforme, ressentait le poids de la journée. Assis à son bureau, dans son petit appartement du quartier de Belleville, il fixait une photo encadrée, lui et son camarade défunt, riant ensemble lors d'une permission en Bretagne. La douleur de la perte se mêlait à l'amertume de l'incident. Il n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs, mais la vidéo de Claire changeait tout. Son téléphone vibrait sans cesse, messages de soutien, demandes d'interview, appels d'amis. Parmi eux, Élodie Dupont, une amie d'enfance d'Antoine, enseignante dans une école de banlieue. « Antoine, il faut que tu parles », lui écrivit-elle. « Ce qui s'est passé n'est pas juste un incident, c'est un symbole. Les gens t'écouteront. » Élodie, avec son énergie communicative et son engagement pour la justice sociale, avait toujours été une force dans la vie d'Antoine. Elle avait grandi avec lui dans une petite ville de Normandie, où ils avaient affronté ensemble les regards parfois méfiants d'une communauté peu habituée à la diversité. Élodie, elle, n'avait jamais baissé les bras, et elle voyait en cet incident une opportunité de changement. Pendant ce temps, à la mairie de la petite ville où l'incident s'était produit, le maire, un homme pragmatique nommé Julien Bisset, regardait la vidéo avec une colère contenue. « C'est inacceptable », murmura-t-il à son équipe, réunie en urgence. « Cet officier a déshonoré notre ville. » Il ordonna une enquête immédiate et fit une déclaration publique, condamnant les actions de Dubois et promettant justice. Mais la pression ne venait pas seulement des autorités locales. Les médias, menés par Claire, creusaient le passé de Dubois. La jeune journaliste, travaillant pour un journal régional mais ambitieuse, découvrit des plaintes antérieures contre lui, des contrôles d'identité abusifs,
des remarques racistes signalées par des collègues, des incidents étouffés par une hiérarchie complaisante. Claire, avec son instinct aiguisé et son sens de l'éthique, rédigea un article percutant qui fut repris par Le Monde. Le sergent Dubois n'est pas un cas isolé, écrivait-elle. Il est le produit d'un système qui ferme trop souvent les yeux. Son article, accompagné de la vidéo, amplifia l'indignation nationale. À l'intérieur du commissariat, l'atmosphère était tendue. Jacques Lefebvre, un officier de police travaillant depuis 10 ans dans la brigade de Dubois, regardait ses collègues avec un mélange de honte et de frustration. Jacques, un homme discret mais intègre, avait déjà entendu les remarques déplacées de Dubois, ses blagues douteuses dans la salle de pause. Il avait tenté, à sa manière, de le confronter, mais sans succès. Ce qu'il a fait à cet officier, c'était la goutte de trop, confia-t-il à un collègue, Lucas, un jeune policier idéaliste tout juste sorti de l'école. Jacques, qui avait servi dans l'armée avant de rejoindre la police, ressentait une admiration particulière pour Antoine. Cet homme a servi notre pays, risqué sa vie, et Dubois l'a traité comme un de moins que rien. On doit changer les choses ici. Lucas, ému par les paroles de Jacques, hocha la tête, déterminé à ne pas laisser la culture toxique du commissariat perdurer. Pendant ce temps, Élodie ne restait pas inactive. Elle organisa une manifestation pacifique devant la mairie, réunissant des habitants, des associations locales et des vétérans. Les pancartes portaient des messages simples mais puissants, respect pour nos héros, non au racisme dans nos institutions. Élodie, micro en main, s'adressa à la foule, ce qui est arrivé à Antoine Leroux pourrait arriver à n'importe qui. Nous sommes ici pour dire que nous ne tolérerons plus l'injustice. La manifestation, retransmise en direct par Claire sur les réseaux sociaux, attira l'attention des médias nationaux. Antoine, bien qu'hésitant à devenir le visage d'un mouvement, savait qu'il ne pouvait rester silencieux. Assis à son bureau, il rédigea un texte, ses mots pesés avec soin, reflétant les valeurs qu'il avait guidées dans sa carrière, courage, intégrité, fraternité. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas seulement une attaque contre moi, écrivit-il. C'est une attaque contre l'idée même de justice et d'égalité. Nous devons exiger mieux, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui croient en un pays uni. En fait, il posta ce texte sur son compte Twitter, accompagné de la vidéo de Claire. En quelques minutes, les partages se comptaient par milliers. Les commentaires affluaient. Merci pour votre dignité, lieutenant-commandant, vous êtes un exemple pour nous tous. Une chaîne de télévision, France 24, contacta Antoine pour une interview en direct. Bien que réticent, il accepta, poussé par Élodie et le général Martin, qui l'appela pour lui dire « Antoine, tu as une voix. Utilise-la. » Lors de l'interview, diffusée dans tout le pays, Antoine apparut en civil, mais sa prestance militaire restait évidente. Face à la journaliste, une femme respectée nommée Anne-Laure Dupont, il parla avec une sincérité désarmante. « Je ne voulais pas de tout ça, dit-il, sa voix calme mais ferme. Je voulais simplement dire adieu à mon frère d'armes. Mais ce qui s'est passé montre que nous devons parler des préjugés qui persistent, même dans nos institutions les plus respectées. Nous devons nous unir, pas nous diviser. » Ces mots, prononcés sans colère mais avec une conviction profonde, touchèrent des millions de téléspectateurs. Dans les foyers, les gens hochaient que la tête, émus par sa dignité. À l'église, après la cérémonie, Antoine avait rencontré la famille du défunt. La sœur cadette, Camille, les larmes aux yeux, l'avait serré dans ses bras. « Mon frère parlait de toi comme d'un roc, murmura-t-elle. Il serait si fier de toi aujourd'hui. » Ces mots lui restèrent gravés dans l'esprit d'Antoine alors qu'il rentrait chez lui, déterminé à transformer cette épreuve en une opportunité de changement. Pendant ce temps, au commissariat, l'enquête interne avançait rapidement. Le chef de la police, un homme expérimenté nommé Philippe Moreau, visionna la vidéo en silence, son visage s'assombrissant à chaque seconde. « Ceci est une honte pour notre institution, déclara-t-il lors d'une réunion d'urgence avec ses officiers supérieurs. Dubois ne représente pas ce que nous sommes. » Il suspendit officiellement Dubois, et le procureur annonça que des accusations criminelles seraient portées, abus de pouvoir et usage illégal d'une arme à feu. Jacques, présent à la réunion, prit la parole, une rareté pour lui. « Quoi était-ce ?
ce n'était pas seulement Dubois. Nous devons regarder en face les failles de notre système. Trop de plaintes ont été ignorées. Ces mots, appuyés par Lucas et d'autres collègues, marquèrent le début d'un changement interne. Dehors, la manifestation d'Élodie prenait de l'ampleur. Des étudiants, des retraités, des familles se joignaient à la foule, brandissant des drapeaux tricolores et des pancartes. Claire, toujours sur place, interviewait les participants, son article suivant déjà en préparation. Antoine, informé par Élodie, passa brièvement à la manifestation, accueilli par une ovation. Il ne parla pas, mais son regard, empreint de détermination, en disait long. Alors que la nuit tombait, la vidéo continuait de circuler, alimentant les débats dans les salons, les écoles, les casernes. Antoine, épuisé mais résolu, savait que ce n'était que le début. Il s'assit à nouveau à son bureau, rédigeant une lettre ouverte aux forces armées et à la police, appelant à une réforme profonde. « Nous servons pour protéger, pas pour diviser. » écrivit-il. Que cet incident soit un tournant, non une fin. La lettre, publiée le lendemain, amplifia encore l'impact de son message, tandis que la France entière se préparait à un débat national sur la justice et l'égalité. L'onde de choc provoquée par l'incident devant l'église ne s'était pas dissipée. Au contraire, elle s'amplifiait, portée par la vidéo de Claire Moreau et les mots d'Antoine Leroux, qui résonnaient désormais bien au-delà de la petite ville où tout avait commencé. Les journaux, de Le Figaro à Libération, titrèrent sur l'affaire Dubois, tandis que les plateaux télévisés invitaient experts, politiques et citoyens à débattre des préjugés dans les institutions françaises. Antoine, malgré son désir de discrétion, se retrouvait au cœur d'un mouvement qu'il n'avait pas prévu. Dans son appartement de Belleville, il recevait des messages du monde entier, des militaires admiratifs, des enseignants inspirés, des jeunes lui disant qu'il leur donnait espoir. Élodie Dupont, son amie d'enfance, ne cessait de le pousser à agir. « Tu ne peux pas rester en retrait, Antoine », lui disait-elle lors d'un dîner dans un petit bistrot parisien, où les odeurs de pain frais et de vin rouge emplissèrent l'air. « Les gens te regardent. Ils attendent que tu montres le chemin. » Élodie, avec sa fougue et son optimisme, avait déjà commencé à mobiliser des associations locales pour organiser des ateliers sur la diversité et l'inclusion. Elle rêvait d'un projet plus grand, une association nationale pour éduquer contre les préjugés, et elle voulait Antoine à ses côtés. Pendant ce temps, l'enquête sur Pierre Dubois révélait des vérités accablantes. Les plaintes autrefois ignorées refaisaient à surface, mettant en lumière un système où les abus de pouvoir étaient trop souvent étouffés. Le chef de la police, Philippe Moreau, un homme aux principes solides, annonça des mesures immédiates. Formations obligatoires contre les préjugés pour tous les officiers, un processus de plainte plus transparent, et un partenariat avec des associations communautaires. Lors d'une conférence de presse, retransmise en direct, il déclara : « Ce qui s'est passé est une blessure pour notre institution. Mais c'est aussi une chance de nous réformer, de devenir meilleurs. » À ses côtés, le maire Julien Bisset, vêtu d'un costume sobre, ajouta : « Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons construire un avenir où chacun est respecté. » La foule, réunie devant la mairie, applaudit, mais tous savaient que les promesses devaient se traduire en actes. Antoine, invité à parler lors d'une conférence nationale sur la réforme des forces de l'ordre, se préparait avec soin. Il n'était pas habitué au discours public, mais il savait que son message devait être clair. Dans une salle comble, où se mêlaient officiers, politiques et militants, il monta sur scène, son uniforme impeccablement repassé, ses médailles brillant sous les projecteurs. « Je ne suis pas ici pour accuser », commença-t-il, sa voix posée mais puissante. « Je suis ici pour demander du courage. Le courage de regarder nos erreurs en face, de reconnaître nos préjugés, de changer ce qui doit l'être. Nous servons la France, une nation bâtie sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais ces valeurs ne vivent que si nous les incarnons. » La salle éclata en applaudissements, et Claire, présente dans le public, prit des notes frénétiquement, son article déjà en gestation. Elle voyait en Antoine non seulement un symbole, mais un homme dont la sincérité pouvait unir. À ses côtés, Élodie, les yeux brillants, murmurait : « Il l'a fait. » Mais le véritable tournant arriva avec le procès de Pierre Dubois. Dans une salle d'audience tendue, où les caméras étaient interdites mais les journalistes nombreux, Dubois faisait face à des accusations graves, abus de pouvoir,
usage illégal d'une arme à feu et conduite discriminatoire. Les preuves étaient écrasantes, la vidéo de Claire, les témoignages de la foule, les déclarations du général Martin et du lieutenant Sophie Garnier. Jacques Lefebvre, l'officier qui avait servi dans l'armée, témoigna avec une franchise brutale. Dubois avait un historique de comportement problématique. Nous aurions dû agir plus tôt. Lucas, le jeune policier idéaliste, ajouta. J'ai rejoint la police pour protéger, pas pour diviser. Ce que Dubois a fait m'a montré à quel point nous devons changer. Le verdict tomba comme un coup de tonnerre, coupable sur tous les chefs d'accusation. Dubois, menotté, quitta le tribunal sous les regards lourds de la foule. Sa condamnation à une peine de prison envoya un message clair. L'abus de pouvoir ne serait plus toléré. Antoine, présent dans la salle, ne ressentit ni joie ni vengeance, seulement une détermination renforcée. Après le procès, il rencontra Claire et Élodie dans un café proche du tribunal. Claire, un carnet à la main, annonça qu'elle travaillait sur un livre pour raconter cette histoire, non seulement celle de l'incident, mais celle d'un pays confronté à ses propres failles. Tu seras au centre, Antoine, dit-elle avec un sourire. Pas par choix, répondit-il, un éclat d'humour dans la voix. Élodie, elle, dévoila son projet, une association nommée Fraternité Unie, qui organiserait des programmes éducatifs dans les écoles, les commissariats et les casernes. On commence petit, mais on vise grand, déclara-t-elle. Antoine, touché par leur engagement, accepta de s'impliquer. Si je peux aider à éviter qu'un autre vive ce que j'ai vécu, alors ça en vaut la peine, dit-il. Quelques semaines plus tard, l'église où tout avait commencé accueillit une cérémonie spéciale, organisée par le père Laurent. C'était un moment de réconciliation, réunissant vétérans, policiers et habitants. Le portrait du héros défunt trônait toujours, entouré de fleurs fraîches. Antoine, invité à prendre la parole, s'avança, sa voix résonnant dans le silence sacré. Nous ne pouvons laisser la haine d'un seul nous définir, dit-il. Nous devons répondre par la force, l'unité et l'action. C'est ainsi que nous honorons ceux qui ont sacrifié leur vie, et que nous bâtissons un avenir digne de leurs rêves. La foule se leva, l'applaudissant longuement. Camille, la sœur du défunt, s'approcha, les larmes aux yeux. Mon frère t'aimait comme un frère, murmura-t-elle. Il serait tellement fier. À ses côtés, le général Martin, Jacques et Lucas hochaient de la tête, unis dans un respect silencieux. Dehors, la ville semblait différente. Les discussions dans les cafés portaient sur le changement, les écoles intégraient des cours sur la tolérance, et le commissariat, sous la direction de Sophie Garnier, désormais promue, lançait des sessions de formation animées par des experts en diversité. Lucas, inspiré par Antoine, s'engagea à devenir un formateur, déterminé à changer la culture policière de l'intérieur. Claire, dont l'article dans Le Monde avait été salué, travaillait déjà sur son prochain reportage, explorant les histoires de ceux qui, comme Antoine, avaient transformé l'adversité en espoir. Élodie, infatigable, organisait des ateliers dans les quartiers, réunissant jeunes et anciens pour parler d'égalité. Antoine, quant à lui, continuait de parler, à l'université, dans des associations, lors de conférences. À chaque fois, il rappelait, le changement ne vient pas tout seul. Il demande du courage, de l'empathie, de l'action collective. Dans l'église, lors de la cérémonie, le père Laurent clôtura par une prière, invoquant la paix et l'unité. La communauté, autrefois divisée par l'incident, se rassemblait désormais autour d'un idéal commun. Dubois, isolé dans sa cellule, faisait face à ses propres démons, mais pour Antoine et ceux qui l'avaient inspiré, l'avenir était clair. Les graines du changement, semées dans la douleur d'un jour de deuil, commençaient à germer. La France, lentement mais sûrement, se tournait vers un horizon où la fraternité ne serait pas qu'un mot, mais une réalité vécue. Antoine, en rentrant chez lui ce soir-là, regarda à nouveau la photo de son camarade. « On continue, mon frère » murmura-t-il. Et dans ce murmure, il y avait la promesse d'un combat qui ne s'arrêterait pas. L'histoire d'Antoine Leroux, confronté à l'injustice lors d'un moment de deuil, est une leçon puissante sur la dignité, le courage et la résilience face à l'adversité. Dans la culture française, où les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sont au cœur de l'identité nationale,
cet incident met en lumière les failles persistantes dans nos institutions et notre société. Antoine, par son calme face à la provocation, incarne une force qui transcende la colère, celle de rester fidèle à ses principes, même sous la menace. Cette attitude nous enseigne qu'en France, pays de débats passionnés et de solidarité, la maîtrise de soi peut devenir une arme contre l'injustice. Sa capacité à transformer une épreuve personnelle en un mouvement collectif pour la réforme montre que chacun, à son échelle, peut contribuer au changement. Le premier enseignement est celui de l'empathie. Dans une société diverse comme la nôtre, comprendre l'autre, ses expériences et ses luttes, est essentiel pour bâtir une communauté unie. Les actions d'Élodie et de Claire, qui ont amplifié le message d'Antoine, rappellent l'importance de la solidarité. Un seul cri peut être ignoré, mais un chœur de voix change le cours de l'histoire. Ensuite, l'histoire souligne la nécessité de l'action. Les réformes promises par la police et la mairie ne sont pas nées d'un vide, mais de la pression collective, des vidéos partagées, des manifestations pacifiques. Cela nous apprend que l'indifférence est l'ennemi du progrès. Enfin, l'intégrité d'Antoine face à l'humiliation nous pousse à réfléchir: comment réagissons-nous face aux injustices quotidiennes, petites ou grandes? En France, où l'engagement citoyen est une tradition, chacun de nous peut être un acteur du changement, que ce soit par un vote, une parole ou une action concrète. Dans nos vies, appliquons ces leçons en cultivant l'écoute, en dénonçant les préjugés avec courage et en soutenant ceux qui luttent pour la justice. Que ce soit dans nos écoles, nos quartiers ou nos lieux de travail, soyons des ambassadeurs de l'égalité, comme Antoine l'a été. Ce n'est qu'en agissant ensemble que nous ferons vivre les idéaux de la République. Si cette histoire vous a touché, agissez dès maintenant. Cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien, partagez cette vidéo pour amplifier ce message d'espoir et de justice, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos récits inspirants. Laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Comment pouvez-vous, vous aussi, contribuer à un monde plus juste? Ensemble, faisons entendre nos voix.